Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour ce 10h midi à 11h30. Les médias, nous recevront Gérard Holtz avec Gilles Gansman. Je suis perturbée parce qu'on était très émus avec Laurence Sayet et Rachida Kaout en écoutant les informations sur ce procès de la meurtrière de la petite Lola et nous disions que nous avions beaucoup de mal à écouter les rapports qui sont faits, les comptes rendus d'audience qui sont faits. Pour commenter l'actualité, Laurence Sayet, chroniqueuse politique, ancienne députée européenne. Rachida Kaout, vous êtes conseillère municipale Renaissance à Ivry-sur-Seine. Paul Sébi, rédacteur en chef d'Hexagone. Hexagone, c'est la France en chiffres et vous allez nous parler dans un instant d'une étude passionnante et je vous appelle, auditeurs de Sud Radio, à réagir au 0826 300 300. Les médias reflètent-ils l'opinion des Français? Très intéressant et vous allez nous détailler cette étude qui sera publiée dans Marianne aujourd'hui même, c'est aujourd'hui, on est jeudi. Et avec nous également Benjamin Cauchy. Bonjour Benjamin, merci d'être là. Vous êtes bonjour à tous. Chef d'entreprise et on va passer l'actualité en revue et tenter de se mettre d'accord. On va revenir sur la situation de Nicolas Sarkozy, ça c'est vous Laurence Sayet qui allez nous en parler. Le budget, foire d'empoigne, taxes tous azimuts. La Russie nous attaquerait-elle d'ici 3 ou 4 ans? Cette déclaration choc qui a été faite hier par le chef d'état-major des armées. Et puis la fin des voitures thermiques en 2035. La France veut assouplir le passage au 100% électrique. C'est une décision de l'Europe. Peut-être qu'on peut commencer avec ce sujet. C'est vrai que d'ici 2035, normalement, il ne devrait y avoir que des voitures thermiques sur nos routes. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Je ne sais pas qui veut commencer. Laurence Sayet. C'est quand même, 2025, c'est demain, c'est dans 10 ans. 35, oui. 2035, pardon. Alors c'est un sujet que je connais bien puisque j'ai eu à le traiter au Parlement européen en tant que député. Ouais. Donc c'est une aberration absolue, comme beaucoup de choses qui sont votées au Parlement européen. Il y a aussi des bonnes choses, je tiens à le dire quand même. Ouais. Mais sur ce sujet, c'est complètement lunaire et on voit une totale déconnexion en fait entre des personnes qui sont amenées à appuyer sur un bouton en disant voilà, on a décidé, c'est bien pour l'environnement, sans jamais se soucier de la capacité des Français à s'adapter justement à ce nouveau dispositif. J'ajoute que les constructeurs automobiles, du coup, se sont adaptés à cette mesure qui doit être mise en place, mais c'est pas encore totalement mort, comme on dit, parce que le PPE, la droite européenne, heureusement, combat cela et depuis tout temps. Et donc, comme les constructeurs automobiles se sont adaptés, de fait, ils ont adapté toute leur industrie pour ça. Donc, même si maintenant on revient sur la mesure, je ne sais pas comment ça va évoluer. Si vous voulez, on a pourri l'évolution et la stratégie, et on a aussi enrayé la recherche sur d'autres moyens notamment l'hydrogène, parce que on est ça. Donc c'est les Chinois qui sont les grands gagnants de cette histoire. Bravo. On félicite tout le monde. C'est des milliers d'emplois qu'on a perdus en France pour une mesure totalement inique, parce que simplement les gens qui sont amenés à voter, ce ne sont pas des gens qui sont sur le terrain, qui ont des salaires qui ne leur permettent pas de changer leur voiture. On l'a vu avec les ZFE, il y a eu d'autres mesures dans ce sens, donc c'est consternant. Oui, non, mais alors je me suis emmêlé les pinceaux. C'est effectivement la fin des voitures thermiques pour passer au tout électrique. Donc la France est en train de demander effectivement des aménagements. Et vous avez raison de le dire. Pourquoi on achète des voitures chinoises? Parce qu'elles sont moins chères. Donc c'est eux qui vont tirer leur. Oui, en électrique. C'est comme absolument. les panneaux solaires. Absolument. Je tiens à vous le dire. C'est exactement le même panneaux solaires chinois. Paul Sébi, cette reculade, en tout cas cette tentative d'aménagement de la France qui va avoir du mal à faire passer cet assouplissement. C'est sûr, d'autant plus que finalement c'est encore toujours un petit peu la même chose, c'est que ces mesures-là touchent un peu toujours les mêmes. On avait regardé à l'époque avec Hexagone, c'était le débat sur les critères, donc c'est un peu autre chose. Critères, c'est les voitures polluantes, etc. C'est pas seulement une question de thermique électrique, mais quand même. Et on regardait les critères 3, 4, 5, qui sont ceux qui sont susceptibles d'être bientôt interdits ou déjà interdits. C'est le top 500 des communes où il y en a le plus.
c'est celle où il y a le moins de tissu médical, le moins de médecins, c'est là où les gens sont les plus pauvres, et c'est aussi là, et là c'est le débat qu'on a, là où les gens sont le plus dépendants de leur voiture. En tout cas, c'est ce qu'ils déclarent. Donc c'est un peu toujours les mêmes, voilà, qui sont touchés. Et c'est vrai que dans le climat actuel, ça semble vraiment une décision qui paraît presque folle, c'est-à-dire parce que la réaction des gens peut être assez épidermique quand même, c'est évident. Bah oui, 0826 300 300, tout électrique, qu'en pensez-vous? Alors il y a l'écologie évidemment, mais est-ce que c'est un argument suffisant pour supprimer toutes les voitures thermiques? Rachida Kaout, vous avez un point de vue, vous êtes conseillère municipale, donc vous voyez à Ivry en plus, donc vous voyez bien la difficulté qu'ont les gens aujourd'hui. Alors même si on a de moins en moins de voitures en région parisienne, c'est quand même compliqué aujourd'hui d'avoir une voiture électrique. Oui, tout à fait. Et, effectivement, les retours que j'ai, c'est que les voitures électriques, ça coûte beaucoup trop cher. Donc, je ne sais pas où il y a eu un loupé, mais en tout cas, c'est sûr que on n'a pas su s'adapter à cette ambition d'arriver en 2035 avec le tout électrique. Après maintenant, moi je suis sceptique, parce que effectivement, ça coûte trop cher. Deux, les installations aussi, les installations de prise à recharge, etc. Comment on fait? Alors, est-ce que c'est pas anti-écolo finalement? Et la question se pose, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on est incapable, en tout cas un Français moyen, la classe moyenne, est incapable de se payer une voiture électrique. C'est impossible. Moi, la première. Donc, quand j'ai regardé le prix des Tesla, et puis en plus, l'offre n'est pas non plus très enrichie. Non, et alors, je veux bien qu'il y ait des voitures, comment on appelle ça, le leasing social dernièrement, avec 50 000 véhicules. Et qui visiblement fonctionnent pas très bien. Il y avait un article ce matin dans le Parisien. J'ai fait la simulation. J'ai rempli donc sur l'interface du site de Renault pour pouvoir en fait avoir la possibilité de rencontrer un conseiller. J'ai été contactée, et le conseiller, après 2 contacts, donc un contact téléphonique et par mail. Après, j'ai pas eu le rendez-vous. Donc, les 50 000 véhicules, je me pose la question. J'ai même envoyé un mail à la direction en disant où sont les 50 000 véhicules? Bien sûr. Oui, non, mais et après, même sur l'électrique, d'un point de vue écologique, on découvre que, par exemple, les éoliennes, c'est peut-être pas si écolo que ça. Est-ce que c'est vraiment écolo? Absolument. Benjamin Cauchy, vous roulez en électrique? Non, alors moi je fume des clopes encore et je roule au diesel. Vous voyez, je fais partie de cette caricature française. Et pour rebondir sur ce que disait Laurence Saillet, de façon générale, effectivement, vous parliez des ZFE. La voiture est vitale dans la France périphérique. Bien sûr. Aujourd'hui, un véhicule coûte extrêmement cher. Alors, madame, pourquoi les véhicules européens coûtent extrêmement cher, et notamment en France? Ça, la réponse, elle est simple, c'est que les coûts de production sont extraordinairement plus élevés qu'en Chine, et que le coût du travail reste un handicap dans notre pays, qu'on le veuille ou non. Mais quoi qu'il en soit, la France périphérique a besoin de véhicules. Alors, les tergiversations industrielles, finalement, vous savez, ça paralyse l'achat. Et voilà ce qui se passe aussi. Voilà pourquoi les véhicules électriques, ça fonctionne pas forcément en termes d'achat. C'est parce que les Français ne savent pas non plus à quel sein se vouer. Est-ce que parce que nous avons des centrales nucléaires, nous serons en capacité d'avoir une autonomie énergétique suffisante pour avoir une flotte de véhicules électriques et être autonome? Ou est-ce que nous allons toujours être, les obligés des producteurs mondiaux de pétrole et continuer à rouler au thermique? On le voit sur le marché de l'occasion, Valérie. Aujourd'hui, les gens n'ont plus effectivement les moyens de se payer un véhicule neuf. Le marché de l'occasion est en pleine explosion avec des prix qui sont complètement irrationnels. Sachant que sur des véhicules neufs, vous avez désormais des malus en fonction de la puissance du véhicule qui peuvent atteindre des milliers d'euros et des milliers d'euros. Et à partir du 1er janvier 2026, dans les cartons du gouvernement, vous avez une taxation également sur les cartes grises des véhicules d'occasion à partir du 1er janvier 2026. Donc rien n'est fait fiscalement pour permettre de regarder l'horizon automobile avec sérénité. Et c'est pour ça qu'il y a une fragilisation de l'industrie. C'est parce qu'en plus nos politiques ne sont pas capables de porter une vision ou en tout cas une stratégie qui fasse qui fasse sens pour l'ensemble de la population. C'est pour ça que ça marche pas. Oui, mais vous qui étiez à Bruxelles, ce n'est pas que la faute des Chinois. Ce n'est pas que non, c'est pas que la faute des Chinois. Voilà. Mais Laurent Saillet, vous qui étiez à Bruxelles, on voit que Giorgia Meloni et Friedrich Merz ne sont pas d'accord non plus pour ce tout électrique.
Donc on a 3 pays majeurs que sont la France, l'Italie et l'Allemagne qui demandent à ce que cette mesure soit repoussée ou en tout cas abrogée. Mais j'ai encore espoir. Néanmoins, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que le problème, c'est que l'industrie s'est préparée à ça. Bien sûr. Donc c'est pas simple non plus. J'avais vu des constructeurs, j'ai pas tout en mémoire dans le détail, mais je me rappelle à un moment, parce que c'est tout ceci, on a eu plein de votes là-dessus, enfin, je vous passe le nombre d'amendements, de choses, et je me rappelle que certains disaient attention, parce que nous maintenant on s'est un peu organisé aussi comme ça. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que il y a les visionnaires, c'est-à-dire ceux qui font, ceux qui sont sur le terrain, et eux ils se projettent par rapport aux choses qui sont annoncées, et puis les retours en arrière, c'est toujours très compliqué pour eux, parce que c'est des investissements à long terme. Donc bien sûr il vaut mieux revenir en arrière, mais c'est pour montrer, si vous voulez, mais la bêtise de certaines choses. Je vais vous donner un exemple qui va peut-être choquer certaines personnes. Moi, j'ai voté un amendement pour faire sauter ce qu'ils appelaient la taxe Ferrari, je crois que ça s'appelait. C'est-à-dire qu'on voulait taxer les véhicules de luxe pour diminuer la pollution. Alors que si vous voulez, les véhicules de luxe, c'est une industrie, et puis c'est une industrie intéressante. Je vous rassure tout de suite, je n'en ai pas et je connais pas particulièrement d'amis qui en ont. Mais par démagogie, vous imaginez le nombre de véhicules de luxe qu'il y a, enfin de Ferrari, c'est quand même minime. Ouais. On voulait se dire on va leur faire du mal, donc on va mettre en péril aussi une autre idéologique, alors qu'en fait pour l'environnement, pardon de vous dire que c'est pas les véhicules de luxe aujourd'hui qui détruisent l'environnement. On se retrouve dans un instant et on va parler de l'opinion, enfin des médias. Est-ce que les Français, selon vous, reflètent l'opinion des médias? Est-ce que vous avez le sentiment d'être représenté? 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous jusqu'à 11h30 pour les débats, Benjamin Cauchy, Laurence Sayet, Paul Sébi et Rachida Kaout. Juste Stéphane me dit que les Chinois sont très compétitifs. Ils vont sortir une voiture, la SEAL 6, avec 1200 km pour un plein hybride. Ouais, 1200 km autonomie, vous imaginez. Et il me dit également que vraisemblablement le malus, il y aura un malus qui sera imposé sur les occasions thermiques. Donc ça va être très très compliqué. Alors Paul Sébi, vous allez nous parler de cette étude d'Hexagone, donc étude à découvrir dans le même magazine Marianne aujourd'hui même. Est-ce que les médias reflètent l'opinion des Français? Donc là aussi on vous attend. Est-ce que vous avez le sentiment, vous qui êtes auditeur de Sud Radio, que votre opinion est représentée dans les médias en général, et racontez-nous un petit peu cette enquête. Alors cette enquête, déjà pour comprendre comment on l'a réalisée, on a pris les 7 principales matinales de radio et de télé en France, des chaînes privées comme publiques, et on a regardé les invités et on les a étiquetés selon leur parti quand c'est possible, et sinon selon le courant idéologique qu'ils représentent. Et on a calculé leur temps de parole. Et ce qui fait qu'on a par média les résultats, et de manière générale. Et de manière générale, ce qu'on voit, c'est que la diversité des médias aujourd'hui en France, permet une représentation à peu près correcte des opinions par rapport à ce que les gens votent, c'est-à-dire par rapport aux intentions de vote ou au vote tout court. Quand même, il y a quelques autres enseignements à apporter, c'est que premièrement, le RN reste sous-représenté dans les médias par rapport à ce qu'ils représentent dans l'opinion. Par exemple, le RN dans les invités de matinale, c'est à peu près 20% du temps de parole, alors qu'ils font 34% des intentions de vote. Donc il y a un petit delta. Pour autant, certains médias comme CNews, par exemple, surreprésentent évidemment la droite et le RN. En tout cas, juste un petit peu. Par exemple, c'est 39% des invités, alors que, comme je le rappelle, le RN fait 34%. Par ailleurs, il y a aussi un autre courant qui est un petit peu sous-représenté, c'est la gauche, de manière générale, puisqu'elle fait 29% des intentions de vote, mais seulement 20%, un peu moins même, des invitations et du temps de parole. Mais là encore, la diversité des médias permet ça, c'est-à-dire par exemple une matinale comme Sud Radio, qui invite un peu plus de gens de gauche, permet de rétablir un équilibre de manière générale par rapport aux autres, notamment par rapport à, par BFM ou RTL, qui invite très peu de gens de gauche. Et attention toutefois, puisque par exemple France Inter, voilà. Qui est souvent montré du doigt comme étant une chaîne, une radio de gauche, voilà, invite assez peu de politiques de gauche, mais utilise aussi les experts, notamment, je pense à Gabriel Zucman, il n'est pas un politique, mais qui représente quand même un courant de gauche. L'invité
grossit un petit peu le coup. Mais vous êtes intéressé uniquement aux invités politiques. Voilà, c'est seulement les matinales. Donc par exemple ici la matinale ici de Jean-François Achilli, c'est juste celle-là par exemple qu'on a pris. Et celle de Jean-Jacques Bourdin. Non, vous avez la date, ça date de quand votre enquête? Et la date, on a pris du 1er septembre au 30 septembre. Donc c'est Jean-François Achilli. D'accord. Voilà. D'accord. Seulement un mois. Oui. Laurence, vous avez regardé vous avec attention cette j'ai lu votre étude enquête ce matin et j'ai pensé à deux choses. Premièrement, je voudrais juste, j'étais porte-parole des Républicains et on sait que les matinales c'est le moment le plus difficile pour une intervention. C'est là où on fait de la dépêche AFP. Vous savez, la matinale c'est vraiment l'exercice terrible. Pour chacun. Donc je ne doute pas que le service public invite des gens de droite, parce que la matinale, ça vous piège aussi, ça vous accule, ça vous oblige, parce que c'est un format très particulier. Ensuite, préciser aussi que effectivement, de toute façon, l'Arcom impose sur l'ensemble de la grille. Alors on connaît aussi les petits trucs, de diffuser la nuit des discours entiers de Jean-Luc Mélenchon ou autre. Mais globalement, non, les programmateurs font leur boulot. Ça reste assez résiduel. Et l'Arcom non seulement comptabilise les personnalités politiques engagées, mais elle comptabilise aussi, alors ça c'est quand même quelque chose d'assez récent et assez dingue, des personnes qui n'ont plus de mandat, plus de fonction, mais à qui on attribue une étiquette divers droite, divers gauche, et donc qui amène à comptabiliser. Mais là où je trouve que c'est piégeux, c'est qu'il y a des journalistes, je veux pas qu'on compte les journalistes, soyons bien clairs, qui sont très engagés, à droite comme à gauche. Eux, leur parole n'est pas comptée. Et heureusement, parce que là, on arrive dans une dérive totale, alors que des éditorialistes, eux, sont comptés. Et donc, ça peut faire, si vous voulez, tout ça, en fait, l'équilibre politique d'un plateau, avec les pas comptés et les comptés, où vous allez vous dire, il y a que des gens de tel ou tel bord, ou alors, tiens, c'est équilibré, parce que... Mais non, en fait, parfois, le déséquilibre se fait quand même par ce biais quand même assez étrange de comptabiliser des éditorialistes qui n'ont plus de mandat, plus de fonction, dont je fais partie, donc je connais bien le dossier. Et moi, je suis comptabilisée. Vous êtes comptabilisée en divers droite, c'est ce que me dit Juliette. Alors que je ne suis plus députée depuis 1 an et demi, et que je n'ai plus aucune fonction politique, et que ma parole est très libre, comme vous le savez, et que parfois, quand il y a des choses de gauche qui sont bonnes ou à droite mauvaises, je sais le dire aussi. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Alors Juliette, qui fait la programmation de la matinale de l'interview politique, me dit le mois de septembre est particulier parce que c'est un mois, il y avait le vote de confiance, et que c'est aussi la difficulté de la programmation, c'est la difficulté de caler des invités en fonction de leur emploi du temps. Et parfois, ils choisissent certaines matinales plus que d'autres. Donc c'est vrai que c'est un exercice parfois un petit peu compliqué. Mais c'est vrai que... C'est pas facile, c'est ça. Mais là, on continue. Mais il y a quand même une... vous continuez. On continue le décompte, comme ça on verra sur le temps long. Et puis, comme je disais, sur CNews, par exemple, on avait en septembre assez peu d'invités de gauche. Et puis finalement, là, il y en a eu quelques-uns de nouveaux, puisqu'en plus... les politiques changent un peu de braquet, et je sais que certains politiques viennent de plus en plus, acceptent d'aller sur CNews parce que les audiences, etc. Donc en plus, ça évolue vraiment beaucoup. Ah oui. C'est intéressant. Rachida Kaout, votre... C'est très juste. C'est très juste. Enfin, globalement, moi, je trouve que c'est quand même assez équilibré. Mais ce que vous dites est très juste. Les médias, en fait, sont étiquetés aujourd'hui. Donc moi je passe une fois par semaine sur CNews maintenant depuis 2 ans. Sur le terrain, je peux vous dire que je m'en prends plein la figure parce qu'on considère que je suis donc de centre, on va dire macroniste, donc je suis macroniste. Et on me dit mais qu'est-ce que tu fais sur une chaîne d'extrême droite? Alors moi je réponds bien sûr que je déteste la politique de la chaise vide et que il faut toujours qu'il y ait en fait justement quelqu'un pour débattre, un contrepoids et en même temps quelqu'un qui apporte une voix aussi différente plutôt que d'être donc dans l'entre-soi. Enfin, ça n'apporte rien, même pour les auditeurs, ça n'apportera jamais rien. Voilà, donc c'est vrai que c'est quand même très intéressant et puis à suivre. Ça m'intéresse de savoir un petit peu quelle est l'évolution. Justement de la et puis surtout aussi de la diversité qu'on peut apporter aussi, que ce soit sur les plateaux radio ou bien à la télévision, parce que c'est quand même très important quand on parle de la France elle est plurielle, elle n'est pas que justement que pour une certaine classe, elle est aussi en fait finalement pour réellement, je pense, représenter les Françaises et les Français, avoir une voix juste et surtout en fait qui est en rapport avec ce que nous vivons au quotidien, que chacun puisse s'identifier. C'est justement de diversifier les plateaux télé, les plateaux radio, et là on arrivera peut-être à avoir un débat intelligent et où on trouvera de toute façon, donc un bon débat, des il faut des débatteurs qui sont opposés.
Parce que sinon, c'est plus un débat, en fait, sinon c'est un commentaire plan-plan. Et l'intérêt, justement, c'est d'avoir des débatteurs. Donc, quand on veut faire de l'audience, de toute façon, on met à table des gens qui sont opposés. Là, on était sur les invités politiques. Effectivement, le RN sous-représenté, c'est quand même la grande leçon de votre enquête. Oui, ça peut paraître surprenant parce qu'on parle souvent de ça, de l'exposition donnée au RN, et finalement, c'est ça qui est assez drôle, c'est que c'est même pas suffisant pour correspondre à ce que les Français pensent. Et donc, on voit un peu l'État aussi, ça parle un peu de la société, que finalement, un tiers des Français votent pour ce parti-là. Et qui sont moins représentés, absolument, dans les matinales. Benjamin, vous êtes à distance, donc c'est pas toujours facile de rentrer dans le débat, justement. Du coup, on va essayer de faire de l'audience et on va essayer de débattre. Là, finalement, on a une photographie des politiques qui se présentent sur les matinales au regard du taux de défiance qui s'accroît entre la population française et les politiques. Moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est de connaître le pourcentage de sociétés civiles qui ont également accès aux matinales, non pas parce qu'elles doivent contrecarrer les politiques, mais c'est parce qu'elles permettent aussi justement à la classe politique et à l'opinion publique de se faire entendre autrement que par des voix partisanes. Et on l'a vu justement sur ce mois de septembre qui a été absolument chaotique dans le, comment dirais-je, on a passé quand même près de 15 jours à des querelles de boutiquiers dans la classe politique, et je crois que cette séquence politique a été extrêmement mauvaise, et que au-delà du rapport de force des uns et des autres dans les matinales, je crois qu'il va être important aussi de faire émerger également de la société civile, des entrepreneurs, des syndicalistes, des intellectuels, pour essayer de remettre un petit peu de réalité aussi parfois dans des politiques qui perdent de la confiance. Alors, je n'ai pas dit que tous les politiques devaient être jetés par terre. Loin de là, Laurence, je vous vois déjà. Mais elle va vous répondre dans un instant. On va faire un teasing. Il va y avoir une réponse de Laurence Saillet, justement, à cette question. Est-ce qu'il y a trop, finalement, il y a trop de politique. C'est ça le débat. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. D'accord, Valérie Expert. Alors, on est de retour dans le Sud Radio et le débat prenait juste avant la pub, puisque c'est Benjamin Cauchy donc demandait à ce qu'il y ait moins de politique, peut-être plus d'intervenants de la société civile, et Laurence trépignait sur sa chaise. Non, c'est parce que je veux juste recadrer une chose. Moi, je suis très contente qu'il y ait des gens de la société civile qui soient sur les plateaux, et dont je fais partie actuellement, puisque je le redis, je n'ai plus de mandat, plus de fonction. Mais l'interview politique du matin, c'est un rendez-vous spécifique qui pose les positions, notamment des partis politiques. C'est une interview politique, ce n'est pas une interview de la société civile. Et dans le fonctionnement même, l'AFP regarde toutes les matinales, et c'est pour ça qu'il y a des dépêches, parce qu'en fait, l'AFP pose les positions de chacun qui vont être repris après dans des articles. Donc c'est vraiment un rendez-vous spécifique avec, si vous voulez, ça donne, c'est la météo de la politique, si on peut vous dire. Donc c'est pour ça qu'on peut pas tout mélanger, et l'interview politique est très important. Dites-nous, vous, auditeurs de Sud Radio, si vous avez le sentiment, alors vous êtes fidèle à Sud Radio, je n'en doute pas un instant, d'être représenté dans le choix des invités de la matinale. Paul Sébille, encore une fois. Oui, et sur la question des invités de la société civile, on a regardé les matinales, et un peu pour comparer, voir ce qui se passait ailleurs, on a regardé aussi une émission qui s'appelle C'est ce soir sur France 5, et où là c'est rarement des politiques. C'est souvent des experts, etc. Et on voit que même ça, la parole, alors là-dessus, la parole à gauche est beaucoup plus, elle est surreprésentée. Bien sûr. Dans cette émission, par exemple, c'est presque 50% du temps de parole, alors que la droite, par exemple, c'est 20%. Donc finalement, même si on invite des gens de la société civile, ils peuvent porter un discours qui ne correspond pas peut-être. Alors c'est pas le but non plus peut-être du service public ou des chaînes, de coller parfaitement à ce que les gens votent. Ça c'est sûr, c'est peut-être pas l'intérêt. Mais on voit qu'il y a des déséquilibres aussi lorsqu'on s'éloigne du politique. Même chez les experts, il y en a. Donc, de toute façon, les gens de droite, ils vont pas écouter C'est ce soir. C'est tellement irritant que vous appelez. Voilà, alors, c'est peut-être ça, mais voilà, le débat est ouvert là-dessus, parce que c'est vrai que. Benjamin, l'interview politique, c'est l'interview politique. Oui, je pourrais partager cette opinion avec Laurence Saillet si on considérait que seuls les élus ont le droit de citer pour parler de politique. Et je pense que des acteurs économiques et des acteurs syndicaux ont autant de légitimité qu'un président de parti qui pèse 1,73% aux dernières élections présidentielles. Donc je pense
que la politique, comment dirais-je, gagnerait à écouter beaucoup plus la société civile, à recomposer sa classe politique tout simplement. Et je crois que le fait de les entendre le matin, ça peut aussi permettre d'éclairer parfois un chemin, comme dirait l'autre. Ouais, vous dites dans votre enquête, via la parole du gouvernement, le centre double sa place dans la parole médiatique. Et puis, sans CNews, la parole des représentants de la droite nationale et conservatrice serait encore plus sous-représentée. Donc, on voit que CNews aujourd'hui est en tête des chaînes d'infos dans ses audiences. Ça veut dire qu'il y avait aussi une attente, peut-être des Français. On voit les scores de Pascal Praud, que ce soit le matin ou le soir. C'est quand même souvent une chaîne qui est largement en tête des audiences. Oui, et l'idée n'est pas de dire que CNews fait bien mieux que tout le monde, puisque, comme je le disais, par exemple, Sud Radio aide aussi à bien représenter la gauche, par exemple. Donc c'est très important d'avoir une diversité, mais par contre, c'est vrai que la droite qui fait 50%, presque 50% des intentions de vote, et qui n'est pas représentée comme telle dans les médias, c'est vrai qu'il y a peut-être un problème. Et CNews, quand on regarde, si on retire CNews, parce que la raison pour laquelle on a fait cette enquête, c'est que c'était à l'époque où on débattait un petit peu d'interdire CNews. Oui, absolument. Et on voulait voir un petit peu ce que ça allait changer. Et ça change beaucoup, parce qu'on passe de 18% du temps de parole pour la droite nationale, donc le RN et Reconquête, à 22% grâce à CNews, ou à cause, je sais pas, peu importe comme on voit. Mais c'est-à-dire que sans CNews, on voit que ça sous-représente encore plus que maintenant, on est déjà... Mais donc ça veut dire que l'Arcom... Ça aggrave la chose. Mais ça veut dire quoi, que l'Arcom fait pas son boulot? Enfin, non, alors, parce que ça c'est pas un scoop. Hein. Ouais, non, mais l'Arcom calcule différemment que nous. C'est ça, c'est un autre calcul. Voilà. Eux, ils prennent le temps de parole. C'est le temps de parole. Voilà. C'est pour ça que je termine juste pour expliquer sur le centre, puisque le gouvernement a un tiers du temps de parole, il me semble, en plus. Comme si c'était sans étiquette, ce qui est pas vrai, parce que le gouvernement est marqué politique, c'est un sens politique. Ça déstabilise un petit peu les temps de parole en prenant en compte le gouvernement comme une entité différente des partis. Mais par rapport à votre enquête, comment se fait-il que l'Arcom, justement, ne réagisse pas sur le fait que certains partis, comme le Rassemblement national, soient sous-représentés par rapport à... Peut-être qu'ils ne le sont pas dans leur calcul. En fait, c'est pour ça que, l'Arcom calcule le temps de parole, donc c'est un tiers président gouvernement et ensuite les deux autres tiers qui sont répartis par rapport au nombre d'élus, par rapport aux résultats électoraux des précédentes élections. Donc, ils ont un calcul précis. Donc, les chaînes respectent scrupuleusement bien sûr, le temps de parole qui leur est donné par l'Arcom, à la fois pour les personnalités politiques qui sont dans les partis et à la fois pour les personnalités politiques décomptées, divers droite, divers gauche, divers centre. Donc là, personne ne joue à aucun jeu particulier. Tout le monde respecte strictement et c'est une vraie contrainte et une vraie complication. Oui, bien sûr, pour les chaînes, parce que vous voyez là, on est en train de compter, vous êtes en train de compter ce que je suis en train de dire. Oui, je vais me taire, parce qu'après, sinon, je serais plus invitée. Non, mais voilà ce que je veux dire. Et votre enquête a un intérêt autre, puisque vous faites une analyse plus large par rapport aux représentations, par rapport aux projections de vote et aux projections de vote. Mais c'est ce qui devrait être la base du décompte, normalement. En fait, c'est compliqué parce que le gouvernement ait un tiers, là où il y a de l'intérêt, c'est qu'ils sont dans une activité politique forte, parce qu'ils ont du pouvoir. Donc c'est important qu'ils puissent aussi expliquer ce qu'ils font. Je défends personne, j'explique juste expliquer ce qu'ils font, puisqu'ils sont aux commandes, ils sont aux manettes. Donc c'est normal quand même qu'ils représentent un tiers du temps de parole, parce que nos concitoyens ont besoin de savoir, en fait, quelles sont les motivations des décisions des politiques qui sont aux manettes. Donc voilà. Mais il faut bien le dire qu'il n'y a pas le RN est représenté au poids dans lequel il doit être par rapport aux critères de l'Arcom. Mais l'Arcom fait son boulot. Voilà en conclusion. On va parler dans un instant du musée du Louvre, du vol du musée, du vol de bijoux avec vous, Rachida Kaout. Je vous propose qu'on marque une petite pause et qu'on en parle tout de suite après. Vous avez peut-être suivi l'audition de Laurence Descartes, la présidente du Louvre. Qu'en avez-vous pensé? Et ces bijoux pourront-ils être retrouvés, les voleurs arrêtés? On en parle avec vous dans un instant sur
Sud Radio. Et mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bon, on est déjà très très animé sur le sujet de ce vol qui nous a quand même tous choqués. Et ce matin, je vois que, enfin, c'est pas drôle, mais néanmoins, c'est vrai que ce vol est tellement spectaculaire qu'on est tous un peu interloqués. Et donc, la société allemande qui fabrique ces nacelles a fait une publicité avec la photo du Louvre, la photo de la nacelle devant le Louvre, et a inscrit juste en dessous quand il faut aller vite, quand il faut faire vite. Voilà, donc bon, ils ont repris ça avec humour. Et un autre tweet aussi, c'est un confrère du Parisien qui dit: sur le site du Louvre, avant, il y avait la photo du Louvre avec le slogan évadez-vous. Et ils ont retiré évadez-vous et ils ont mis le musée du Louvre. Alors Rachida, pour vous, vous vouliez revenir sur cette audition hier de Laurence Descartes. Alors moi, je suis encore sous le choc parce que je me dis, mais comment est-ce possible? C'est quand même le plus grand musée du monde. Ouais. Donc il y a un moment en fait, et aujourd'hui j'entends pareil sur les plateaux de télévision, l'audition aussi. Je suis outrée parce que c'est là qu'on se pose la question, on se dit la sécurité c'est un véritable enjeu, hein, mais on marche sur la tête. On marche sur la tête. Alors, on va pas non plus lui jeter, bien sûr, toutes les pierres et puis l'accabler plus que cela, mais je considère que elle avait une responsabilité qui était celle, justement, de faire le tour quand même de toutes les installations. On n'est pas en train de parler de quelques babioles, hein. On est en train de parler quand même. On a évalué ça à 80 millions d'euros, au-delà de la valeur. Au-delà de la valeur c'est le symbole. C'est le symbole, c'est aussi notre crédibilité aussi, et aussi quelle est finalement notre crédibilité à recevoir aussi des œuvres étrangères pour qu'elles soient en fait exposées dans l'un de nos plus beaux joyaux. Et moi, je peux vous dire que je suis encore sous le choc, et en même temps, je veux dépasser finalement juste le constat, et j'aimerais aujourd'hui qu'on prenne justement le temps pour pouvoir poser la bonne question. Qu'est-ce qu'on a fait? Quelle est finalement en fait la solution à apporter? Et quant à la démission, donc elle a fait le bon geste de démissionner, mais moi j'aurais insisté parce que du coup les pays anglo-saxons, vous savez comment ils font? Ils démissionnent pour quelque chose encore de plus petit. Et moi je pense que on s'est beaucoup trop conforté sur justement le fait que c'est pas ma faute, mais en fait c'est la faute de l'autre. Donc non, je suis vraiment furieuse. Parce qu'elle est là depuis elle est là depuis 4 ans, Laurence Descartes. Elle dit qu'elle a alerté que effectivement c'est Madame Bachelot à l'époque qui avait coupé un certain nombre de budgets justement pour la sécurité, mais je pense qu'on il y a du budget quand même, donc il faut juste savoir comment l'aiguiller. Voilà, tout à fait. Tout est une histoire de priorité, et en même temps, c'est un peu son job que d'aiguiller correctement en fait les budgets qui lui sont accordés. Stéphane nous dit c'est une telle déchéance, tous les signaux étaient au rouge, qui était assez informé pour voir que le facteur humain était défaillant. Alors je sais pas si c'est le facteur humain qui était défaillant. C'est vrai que les gardes ne sont pas armés, ils sont arrivés assez rapidement, ils ont pu filmer, ils ont eu peur, ce qu'on peut comprendre. Ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire, s'ils avaient affaire à des truands armés. Donc c'est compliqué. Écoutez, moi, on va voir ce que dit l'enquête. Je crois que ce qui est fascinant, c'est la facilité avec laquelle ils sont rentrés dans le bâtiment. Et ça m'a amené aussi à une autre question, parce que je me suis dit, si ces mêmes personnes étaient entrées dans cette pièce avec des kalachnikovs et avaient tué tout le monde. En fait, je crois qu'il faut aller encore plus loin dans la réflexion, au-delà du fait de terribles déchirures pour tous les Français que représente le vol de ces bijoux. Donc c'est très grave, mais posons-nous la question qu'en fait, on aurait pu aussi avoir, si vous voulez, un drame terrible, et donc rien n'est pensé pour éviter l'intrusion, parce que c'est bien le problème de l'intrusion et de la réaction. Alors on dit, j'entends que les gardes du Louvre ne sont pas armés, mais moi je me pose la question de savoir pourquoi, effectivement, nous n'avons pas à l'intérieur de ces endroits qui brassent des millions de personnes, qui sont des zones à risque, non seulement une capacité d'éviter les intrusions. Alors c'est sûr, si vous passez par la voie normale, vous allez être fouillé, vous allez passer à des détecteurs de métaux, mais là, en fait, vous rentrez par une fenêtre. Ça aurait pu être un attentat terroriste avec une immense ampleur, et on se serait dit quoi? Écoutez, désolé, en fait, tout a bien fonctionné. Je pense que là, maintenant, il va falloir avoir une prise de conscience, puisque le Louvre a réouvert. Il y a d'autres établissements dans ce stade, à se poser la
question de la possibilité d'intrusion par une voie autre que celle officielle. Sommes-nous aussi aujourd'hui protégés dans tous ces lieux publics? 137 millions d'euros le budget, les recettes du Louvre, auquel il faut rajouter 100 millions d'euros versés. Alors c'est vrai que c'est le plus grand musée du monde, qu'il y a énormément de personnel, je crois que c'est 2500 personnes, des restaurateurs, enfin il y a énormément de budget, mais il y a aussi des priorités. Benjamin Cauchy, comme nous tous, vous avez été choqué par ce vol. Oui, choqué par ce vol à double titre. Le premier, c'est la vulnérabilité du Louvre. Et là, c'est vrai que les bras nous en tombent tous et on se demande comment le plus beau musée du monde peut être aussi vulnérable. La deuxième chose, c'est la valeur symbolique finalement de ce qui a été volé. Ça aurait été un Picasso, tout le monde aurait dit Arsène Lupin a volé un tableau. On sait qu'il sera pas découpé, il sera dans les mains d'un collectionneur de façon illégale, mais on sait que le tableau existe encore. Là, le drame, c'est qu'à la fois ce sont les restes tangibles, matériels finalement de notre histoire de France, au-delà des écrits et des tableaux, ce sont des bijoux. Et donc c'est un morceau de notre histoire de France qui part. Moi, je pense sincèrement que la démission doit être de nouveau sur la table. Doit être démise de ses fonctions parce que clairement il y a une absence de risque management finalement au Louvre. L'État s'assure lui-même. Donc l'État, si vous voulez, n'a pas cette obligation contractuelle avec un assureur de mettre en place des dispositifs de sécurité aussi. Et là, les conséquences finalement de ce qui vient de se passer, c'est que lorsque le Louvre, par exemple, emprunte des œuvres à un autre musée ou à des collectionneurs privés pour des expositions temporaires, là pour le coup, le Louvre est obligé d'assurer l'œuvre qui est réceptionnée. C'est le prêteur c'est l'emprunteur qui paye l'assurance. Je peux vous assurer qu'avec les dégâts, le dégât symbolique que a pu occasionner ce vol au Louvre, je peux vous assurer que les cotisations d'assurance vont s'envoler. Donc c'est un véritable drame en tout point et effectivement un plan sécurité à mettre sur l'ensemble des espaces muséals. Il y a eu à Langres également, il y a eu dans le Gard, près d'Alès, un musée protestant qui s'est fait voler le 15 octobre des centaines de croix d'or, des croix en or huguenotes du 18e et 19e siècle. Bref, il y a des vols partout, donc il y a urgence à mettre cela. Après, Laurence, est-ce qu'on peut mettre un policier dans chaque salle du Louvre? Je pense que ça va coûter très très cher. Mais effectivement, celle-là en particulier, en tout cas. Peut-être avoir des gardes qui soient assermentés pour réagir, ça peut avoir du sens. Rachida, vous voulez réagir? Oui, je voulais rebondir sur Lupin. Malheureusement, finalement, on se dit que le casse du Louvre, en fait, aujourd'hui, est indissociable du mythe Lupin, malheureusement. Oui, absolument. Guillaume Durand tweetait en disant la discussion, pour revenir sur ça, il dit il va falloir reparler en urgence de ce dogme des œuvres inaliénables. On n'a plus les moyens de notre sécurité muséale ni de notre politique culturelle. On stocke pour une fortune des milliers d'œuvres qu'on ne verra presque jamais. Et c'est vrai que dans les couloirs, dans les caves du Louvre, il y a des trésors, des tableaux qui pourraient être revendus à des collectionneurs qui n'ont pas forcément. Est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir 50 Manets qui sont cachés dans des... On est le pays le plus imposé au monde. Ouais. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est champion du monde des impôts. Excusez-moi, il va où cet argent si on n'est même plus capable de protéger notre trésor national? Le nombre dans la fonction publique, dans la haute fonction publique, le nombre de personnes surpayées pour des tâches qui ne sont pas non plus très éprouvantes. Si on faisait aussi un peu de ménage là-dedans, je vous signale qu'il y a des fonctionnaires qui ne sont même pas affectés et qui sont payés. Donc moi je pense que soit on retrouve, si vous voulez, du bon sens et on regarde les budgets et on les réattribue de manière efficace. Moi je préfère qu'on paye plus, qu'on augmente le salaire des infirmières et qu'on baisse le salaire de certains hauts fonctionnaires qui en plus, pour beaucoup, dans certaines situations, ne prennent pas toujours leurs responsabilités. Je ne citerai personne, mais néanmoins je pense que le ménage il doit être là, c'est pas la quantité d'argent, c'est la manière dont elle est utilisée avec tout le gaspillage, et on le voit dans ce nouveau budget, on n'y est pas encore, mais que de toute façon, on ne diminue pratiquement aucune dépense. Aucune dépense, on va en parler du budget, Paul Sébilly sur... Oui, là, Laurence parlait de bon sens, et c'est vrai que c'est un peu ça, le fil rouge de ça, c'est-à-dire, on parlait de la démission aussi, le bon sens aurait été véritablement de démissionner, puisque le rôle du Louvre, c'est quand même son seul rôle, c'est de conserver les œuvres et de les mettre en sécurité pour les exposer, les mettre en valeur, et même ça, c'est même pas réalisé, c'est-à-dire que le Louvre a récemment acheté le panier de fruits
construit. Oui. Alors c'est en mécénat, donc c'est pas eux qui ont mis l'argent, mais ils achètent des œuvres, alors que, comme on l'a dit, le Louvre est rempli d'œuvres. De Chardin, c'est ça, c'était Chardin, exactement, tout à fait. Rempli d'œuvres. Il y a des salles entières, l'art français notamment, qui sont quasiment jamais visitées parce que bien trop loin, etc. Et même des œuvres qui ne sont pas restaurées. Donc je sais pas, je pensais au radeau de la Méduse par exemple, qui est tout jauni. Et finalement le Louvre, ne remplit même pas sa mission principale, qui est de mettre en valeur les œuvres qui lui sont confiées. Oui, donc la réflexion de Guillaume Durand est très juste. Oui, mais il y a peut-être une façon de revoir. De revoir la façon dont est géré ce musée. Budget de la culture, la moitié c'est pour l'audiovisuel public. Peut-être on peut réduire un peu et puis mettre un peu pour les musées. J'ai rien contre l'audiovisuel public, mais comprenez que les Français qui sont en colère de cette situation, ils se disent que peut-être on peut réduire aussi dans d'autres budgets, dans le budget global de la culture. Bien sûr. On peut supprimer le service public. Non, mais n'allons pas jusque-là. Ça a de l'intérêt. Ça a de l'intérêt, le service public et l'audiovisuel public. Ça a d'intérêt, mais si c'est bien géré. Moi, je parle pour la ville d'Ivry-sur-Seine, par exemple. On est quand même une ville où on a le plus d'employés municipaux. Alors, je ne suis pas contre le service public. En revanche, je suis pour qu'il soit juste, en fait, en termes, finalement, de personnes affectées à une tâche. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, j'ai fait des bons pareils de 100 mètres de haut. Il y avait 4 employés municipaux qui discutaient, en fait, alors qu'il y en avait un qui travaillait, donc, à même le sol, sur quelque chose de technique. Et à un moment, je discute avec eux. Ils disent en fait, on l'accompagne. Donc, ok, on l'accompagne. Sauf que ça coûte tant par jour. Bien sûr. Encore une aberration de plus. Déjà, je pense que c'est au niveau aussi local qu'il faut revoir comment on peut aussi faire des économies et en même temps rester juste avec les Françaises et les Français. Ouais. On va parler de Nicolas Sarkozy avec vous. Peut-être juste avant, moi, une page de pub qui m'a interpellée ce matin dans le Parisien, celle de la Croix-Rouge, qui fait un appel aux dons pour Gaza, une pleine page. Donc, bien évidemment que la population de Gaza a souffert, mais je m'interroge malgré tout sur la priorité qui est donnée à Gaza sur des conflits tels que le Soudan, sur la République du Congo. J'ai pas souvenir d'avoir vu des appels aux dons sur d'autres conflits mondiaux. Et je pense que la Croix-Rouge en plus n'a pas forcément été à la hauteur dans l'affaire des otages qui ont été détenus à Gaza, justement. Je ne sais pas si vous avez vu cette page. Alors, je l'ai pas vu, mais... pleine page d'appels aux dons pour la population de Gaza. En fait, où va l'argent ? Si c'est pour donner de l'argent, parce que je suis pas sûre qu'aujourd'hui Gaza soit en capacité, si vous voulez, de gérer des flux d'argent. Donc je comprends pas bien. L'affaire est loin d'être résolue. Tout ce qui se passe est absolument terrible. Heureusement, nos otages sont revenus. Et tous ceux qui sont morts aussi, d'ailleurs, je pense pas que ce soit fini. Ils ont raconté que la Croix-Rouge ils n'ont jamais eu accès à qui. Mais en plus, pourquoi envoyer de l'argent dans un système où on ne sait pas où il va finir au final ? Oui. Parce que moi j'ai de gros doutes sur qui comprend aujourd'hui qui tout l'argent qui a été envoyé déjà par la communauté européenne. Exactement. Donc je pense que ça, vous savez, c'est des moyens aussi d'énerver encore plus les Français sur un certain nombre de sujets. Bien sûr que personne n'est insensible à tout ce qui se passe, mais vous dites aux Français, écoutez, peut-être vous ne pourrez plus bientôt vous soigner parce qu'on va augmenter certaines franchises médicales, mais d'un autre côté, on considère que vous avez quand même les moyens d'aider encore et encore. Je veux pas mettre les choses sur le même plan, évidemment, le raccourci est beaucoup trop facile, mais en tout cas, la raison pour laquelle aujourd'hui je ne le comprends pas, c'est qu'on ne connaît pas la destination de cet argent. Non, c'est ça, il y a l'Ukraine, il y a un nombre de pays en guerre et de populations en souffrance qui ont besoin, et j'étais interrogée par cette publicité. Rachida, vous l'avez pas vue non plus ? Alors moi je l'ai pas vue, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est à l'heure de la reconstruction, et puis je me réjouis que finalement nous avançons doucement, mais vers le bon sens. Après, c'est vrai que moi, je me pose aujourd'hui la question de qui gère. Qui gère finalement ces fonds qui vont être dédiés à la reconstruction, les fonds qui vont être dédiés aussi pour accompagner ces populations qui sont en souffrance. Et je trouve que nous n'avons pas assez d'informations sur ce point-là, qui est quand même fondamental. Et en même temps, quand il y a des flux financiers, notre responsabilité, c'est de savoir si ces flux financiers vont
vers les bonnes personnes, vers les bonnes organisations, ou est-ce qu'ils iront pour financer encore et encore et encore ces fameux réseaux terroristes qui finalement en fait peuvent reproduire la même chose dans quelques années. Moi j'interroge sur la Croix-Rouge, Benjamin Cauchy. Ouais, on sent qu'ils sont borderline depuis pas mal de temps. Donc moi, je suis pas véritablement surpris. Après, j'en dirai pas plus. J'ai pas envie de leur faire de la pub. Voilà. Non, mais c'est pas leur faire de la pub. C'est-à-dire que je pense que quand vous verrez une collecte, vous aurez peut-être pas envie de leur donner. Et c'est donc de dire, en tout cas, la façon dont ils se comportent, effectivement. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Ouais, absolument. On se retrouve dans un instant. On va parler des conditions de détention de Nicolas Sarkozy. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec Benjamin Cauchy, chef d'entreprise, Laurence Saillet, chroniqueuse politique, ancienne députée européenne, Paul Sébi, rédacteur en chef d'Hexagone et Rachida Kahaout. Vous êtes conseillère municipale Renaissance à Ivry-sur-Seine. Alors Laurence Saillet, pour vous, c'est un coup de gueule qui concerne la situation à laquelle doit faire face Nicolas Sarkozy en prison. Tout à fait. Alors déjà dire que au-delà du fait que je ne comprends pas qu'ils soient en prison, vous vous en doutez parce que vous savez notamment qu'on est proche certes, mais en tant que citoyenne, j'ai été énormément marquée par cette incarcération parce que j'avais l'impression qu'il se passait quelque chose de grave pour la France de manière générale. Mais j'ai vu hier qu'effectivement, bien sûr, il a été menacé de mort. Ça ne surprend personne. On sait qu'il y a des portables en prison, donc malheureusement, il y en a dans les cellules, même s'il y a des dispositifs qui sont mis en œuvre et activés par l'actuel ministre de la Justice pour aller contre. On ne va pas nettoyer ainsi les cellules. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Nicolas Sarkozy a été menacé de mort. 3 personnes ont été en garde à vue. Mais j'entends encore des personnes, notamment la gauche, qui dit c'est un détenu comme un autre. Eh ben non, ce n'est pas un détenu comme un autre parce que, évidemment, sa personne est beaucoup plus ciblée que les autres. Donc j'entends qu'on soit opposé à lui politiquement, j'entends que certains ne l'aiment pas, c'est quelqu'un qui peut générer effectivement des avis négatifs de par son action, ses positions, mais je pense que le discernement et l'intelligence devraient faire foi, parce que considérer que Nicolas Sarkozy est un détenu comme un autre, c'est simplement de la bêtise, de l'irresponsabilité, de la méchanceté, de l'acharnement, parce que qu'est-ce qu'on veut au final, on veut quoi ? Il est déjà en prison, mais ça ne suffit pas encore à ceux qui s'opposent à lui. Et je voudrais dire aussi qu'il y a eu ces 3 personnes qui ont menacé de mort de manière... parce qu'ils ont des comptes, vous avez vu, ils ont des comptes TikTok et tout, donc tout va bien. On peut écouter un de ces... On a écouté déjà hier le premier son, celui qui disait « on va venger Kadhafi » et d'autres extraits ont été publiés sur les réseaux. Appelle Sarko. Attends, on va le réveiller, frère. Envoie un nom, si tu veux que je l'appelle, t'as cru c'est gratuit ou quoi? Va Sarkozy! Va Nicolas! Ouais, bref, on n'entend pas très bien, mais on entend que la nuit, en tout cas la première nuit, a été. Alors compliquée. Il y a ça. Mais il faut savoir aussi que, en tant qu'ancien chef d'État, Nicolas Sarkozy peut être la cible d'organisations bien plus importantes qui cherchent à déstabiliser la France. Parce que s'en prendre à un ancien président de la République a un impact énorme. Et je tombe pas dans la parano, mais on ne peut évidemment pas écarter le fait que des organisations beaucoup plus structurées que ces personnes qu'on entend brailler à la fenêtre puissent en vouloir à la personne de Nicolas Sarkozy. Donc que tout le monde en prenne bien conscience, parce que s'attaquer à un ancien président de la République a un impact international énorme, donc c'est une cible évidente. Et ceux qui critiquent la présence de ces officiers de sécurité dans la prison sont tout aussi irresponsables, notamment quand ce sont des agents pénitentiaires qui, pour une question d'ego, parce qu'ils nous expliquent qu'ils sont vexés par le fait qu'on ait imaginé qu'ils ne puissent pas assurer cette protection. Vous vous rendez compte, on en a une guerre d'ego alors qu'on parle de la sécurité d'un ancien président de la République qui peut être une cible très déstabilisante pour la France. J'appelle tout le monde quand même, si ce n'est au respect, mais au moins à l'intelligence pour arrêter cette façon de dire, de faire, cette protection supplémentaire a été décidé par le ministère de l'Intérieur. Ils le font sur des critères spécifiques de raisonnement. Ce sont des professionnels qui décident ça et ce n'est pas à tout à chacun de savoir si effectivement c'est nécessaire.
Oui, Rachida Kaout. Non, mais après, maintenant, il y a de quoi se poser des questions. Moi, j'entends pareil depuis l'affectation des 2 policiers, nos concitoyens qui râlent et qui aussi m'interpellent en me disant mais c'est pas possible. Ça veut dire qu'en fait, en prison, finalement, il n'y a pas de sécurité. Donc en fait, c'est un peu, comment expliquer que finalement en fait vous êtes en prison. La prison en fait est censée donc être sécurisée avec des agents qui sont là pour surveiller, mais qui sont là aussi pour protéger aussi les détenus à l'intérieur, et que finalement parce qu'il y a un ancien président de la République qui est incarcéré, il faut rajouter en fait une sécurité supplémentaire. En fait, même moi j'arrive pas à comprendre. Donc est-ce que la prison finalement permet d'être en sécurité, le cas échéant, s'il y a en fait, si vous voulez, à l'intérieur, admettons un début de mutinerie, on peut aller jusque là. Ou alors, c'est ça, parce que moi je les comprends. Quand ils m'ont interpellé sur le sujet, finalement je me suis posée, je me suis dit, pas à comprendre, je vais pouvoir vous expliquer. Ouais. Est-ce que Nicolas Sarkozy, dans son quotidien, est protégé? Oui. Oui. Dans sa vie. Vous Oui. savez qu'il a des officiers de sécurité dans sa vie avant d'être en prison, ou pas? Ah oui, évidemment, d'accord. oui. D'accord. Donc ce n'est pas monsieur tout le monde. Il a eu la prison, accès, La prison est une privation des droits. Est-ce que monsieur Colonna a été tué en prison ou pas? Oui, bien sûr. Okay. Mais là, il est quand même dans un quartier sécurisé, justement, qui est spécialement dédié aux personnalités. Si vous voulez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ouais. On en arrive à un degré de ciblage sur sa personne qui est tel et tellement important que le dispositif ne suffit pas. Ne suffit pas. Alors, est-ce qu'il ne faut pas se poser des questions? Oui. Comment, en fait, revoir depuis tout à l'heure, on parle de sécurité, le Louvre, et aujourd'hui même nos prisons. Mais je m'inquiète. Est-ce que il ne faut pas justement revoir? Donc, on est en pleine période budgétaire. Finalement, l'action de nos politiques sur ces questions liées à la sécurité. Non, mais c'est ce qu'on entend sur les prisons, la surpopulation carcérale, manque de moyens, des gardiens qui sont menacés, qui sont corrompus par la force des choses, à qui on dit effectivement on va te casser la figure ou on va s'en prendre à tes enfants. Oui, après c'est des situations très compliquées. Paul Sébille. Oui, et puis il y a la personnalité, donc le cas spécifique de Nicolas Sarkozy, mais si on imagine qu'il pourrait être assassiné en prison, etc., c'est pour les Français de manière générale, on l'a vu dans les sondages sur leur rapport à ce qui s'est passé avec Nicolas Sarkozy, les Français ne vont pas voir ça comme plus grave ou moins grave que si c'était un détenu lambda. Donc, que sa sécurité soit renforcée, c'est sans doute normal, mais pour les Français, je pense pas que ça va créer une forme d'apitoiement sur son sort ou quoi. Ça c'est certain, parce que déjà on a vu hier un sondage, 3/4 des Français estiment qu'il est considéré comme un justiciable. C'est pas pareil. Non mais bien sûr. Non mais c'est pour ça que je pense qu'il y a son cas très spécifique, mais par ailleurs on n'arrivera pas, je pense, à ce que ça va en revanche faire, c'est montrer vraiment aux yeux de tout le monde l'état des prisons et peut-être le danger que c'est d'être en prison, en tout cas la difficulté que c'est, parce que là, quand on voit des téléphones portables, qu'on n'arrive pas à s'interroger. Les gens qui crient, c'est pas seulement contre Nicolas Sarkozy, c'est connu qu'en prison tous les soirs, ça crie, les gens ne dorment pas, etc. Enfin, c'est de manière générale l'état de la prison. Non, mais c'est l'état de la prison où on a appris 5000 agressions. Oui, bien sûr. Alors je sais plus si c'est par. Mais moi c'est pas les cris qui me dérangent. Moi je me dis pas, le pauvre il dort pas. Moi je pense pas à ça et je pense même pas à ces personnes-là. Je pense à d'autres. Vous imaginez les moyens qui peuvent être mis en œuvre pour pouvoir tuer un ancien président de la République. Excusez-moi, c'est quand même pas la même chose. Benjamin Cauchy. Ouais, concernant le président Sarkozy, même si j'ai vu un sondage RTL hier qui disait que 67% des Français estiment qu'il doit être considéré comme n'importe quel justiciable, force est de reconnaître qu'il n'est pas un justiciable comme les autres. Il n'a aucun risque de fuite, il a toujours répondu présent à toutes les sollicitations de la justice, un bracelet électronique tranquillement chez lui, le temps que l'appel soit examiné en mars prochain. Je pense que ça aurait été d'une grande sagesse et d'une hauteur de vue. Tout est fait de façon générale pour désacraliser tout ce qui peut représenter les institutions. Nicolas Sarkozy a été par sa fonction un élément, fédérateur de notre pays, et le fait de le mettre derrière les barreaux, c'est tout un symbole au-delà de l'affaire dans lequel je ne rentrerai pas. Je pense qu'on aurait pu faire des économies à lui proposer de rester tranquillement chez lui. Et qu'on crée de la polémique sur de la polémique, avec un sujet finalement qui paraît tellement désuet par rapport à toutes ces quantités de violeurs et d'agresseurs qui continuent à être dans les rues.
Bien sûr, Voilà. non, mais c'est, mais enfin, pardon de dire ça de façon assez triviale, mais quel cirque, enfin, c'est du de cinéma, mettre, c'est du cinéma. non, mais de mettre un président de la République en prison, avec ça, mais de mettre derrière, il y a quand même un homme qui Il aurait pu rester en résidence oui, de surveillée. mettre un ancien président de la République en prison. On a le sentiment que les juges ont peut-être pas pris la mesure. Peut-être ne l'ont-ils trop prise de ce que ça occasionnerait, parce que la situation est quand même, au-delà de ce que vous dites évidemment Laurence, assez grotesque d'imaginer qu'on soit obligé de mettre 2 policiers en plus pour assurer sa sécurité. C'est quand même invraisemblable. Mais c'est pour ça, dans le jugement qui justifie le mandat de dépôt, il est dit, compte tenu de la gravité des faits et du trouble à l'ordre public qu'ils peuvent occasionner. Mais moi je trouve que le trouble à l'ordre public, il est maintenant. C'est-à-dire que ça crée des polémiques, ça crée de la tension, ça crée des difficultés. Nul n'est censé ignorer ce que j'évoquais tout à l'heure, qu'il est une cible importante. C'est bien pour ça que les personnes, enfin les anciens responsables politiques qui ont été soit à cette fonction ou à des fonctions ministère de l'Intérieur, armée, affaires étrangères, et qui ont accès à un certain nombre. Faut pas oublier quand même si je sais que tout le monde a envie de critiquer les politiques, tout le monde, ça y est, la fonction présidentielle, maintenant c'est la fête. Enfin, je veux dire, on demande au président de démissionner. Enfin, tout est parti complètement en vrille là, parce que je ne comprends pas. Ouais. Si on perd nos repères, la fonction présidentielle, c'est vraiment le pilier de la République. Qu'on aime ou pas le président, c'est comme ça. Ça veut dire quoi? Que le prochain président, quand il aura des mauvais sonnages au bout d'un an, on le fera sauter aussi. Vous voyez, cette déliquescence, si vous voulez, m'inquiète. On se retrouve dans un tout petit instant avec vous sur Sud Radio. On va parler du budget. Taxer. Ce sont encore toujours les mêmes qui vont souffrir. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Mettons-nous d'accord. Et Benjamin Cauchy, votre coup de gueule, c'est là aussi, on disait, on marche sur la tête, on a du mal à comprendre et on n'est jamais au bout de nos surprises. Ouais, je suis tombé de l'armoire ce matin en découvrant ça. Le racket continue à vivre tranquillement dans notre pays. Il y a un cartel qui s'appelle le cartel V, qui se prétend s'appeler le cartel V, qui s'adresse aux commerçants de Villejean. Donc Villejean, c'est un quartier de l'agglomération rennaise, hein, donc c'est dans la ville de Rennes. Et donc je vais vous le lire, hein, ça prend 30 secondes, c'est extraordinaire. Donc c'est envoyé à chaque commerçant. Le cartel V vient pour vous trouver un arrangement avec tous ces commerçants. Nous nous engageons à veiller, je vous épargne les fautes d'orthographe, c'est une catastrophe, à veiller sur vous et vos commerces. Nous vous assurons sécurité, tranquillité avec 2 L et sérénité avec un S. En échange de nos services, une rémunération hebdomadaire sera ramassée par nos équipes chaque dimanche en toute discrétion. Cette offre sécurité n'est pas une option. Tout commerce qui décline sera sévèrement sanctionné. Nos salutations distinguées. Voilà où est-ce qu'on en est en 2025. Vous avez clairement une mafia, un gang qui décide de remplacer l'autorité, qui décide de remplacer l'État, qui décide de remplacer la force légitime que les citoyens, dans un contrat social, ont confiée à l'État. Aujourd'hui, l'État est en faillite financière, on en parlait. Aujourd'hui, elle est en faillite sur le terrain. Et la nature a horreur du vide. Et donc c'est symptomatique. On a eu l'occasion ces derniers mois de parler de ces mafias dans le sud de la France autour du narcotrafic, sur Marseille, qui remontait en Vaucluse, Drôme, et qui s'étendait partout dans l'arrière-pays de PACA ou même d'Occitanie. Là cette fois-ci c'est à Rennes, c'est au cœur de la Bretagne, là où ils ont toujours eu envie de voter tranquillou bilou, à se préoccuper que de leurs propres intérêts. Mais aujourd'hui la Bretagne se réveille avec des mafias qui prennent place dans les rues. Donc grand coup de gueule là-dessus et je pense que ce n'est c'est la cerise sur le gâteau. Je pense qu'il doit y en avoir beaucoup. Ouais. Oui, ça vous étonne pas écoutez, ce que je constate, c'est que on passe de la fiction à la réalité. On est complètement hors sol, mais en même temps, ce hors sol, finalement,
il devient palpable. Quand on voit, on passe du Lupin aux cases du Louvre. Aujourd'hui, on passe des films américains avec ces mafias italiennes qui rackettaient les commerces. Absolument. Et qui, au final, aujourd'hui, sont transposées dans le monde réel. Oui, je m'inquiète, et en même temps, ça ne se passe pas que là où en fait, où vous venez de décrire ces scènes qui sont juste insoutenables. Ça se passe également à Paris, et j'imagine que ça doit se passer un peu partout. Et c'est là que c'est inquiétant, parce que les commerçants déjà souffrent pas mal avec tout ce qui se passe, et en même temps avec ces politiques de la ville que je conteste de toutes mes forces, et je pense à Paris, donc solidarité avec tous les commerçants. Mais en même temps, aujourd'hui, ils sont aussi victimes de ces fameux, comment dirais-je, ceux qui sont censés, c'est ça, les protéger, qui en réalité les protègent contre eux-mêmes. Bien sûr. Mais donc les forces de l'ordre sont déployées au maximum sur le terrain, et je veux leur apporter aujourd'hui du soutien, parce qu'on pourrait penser qu'il y ait une relâche par rapport à ça. Absolument pas. Le problème, c'est aussi, si vous voulez, derrière parfois la sanction dans ces noyaux de trafic, et notamment parce qu'il y a beaucoup de mineurs. Je dis pas sur cette affaire-là que je ne connais pas, et qu'on utilise des gamins de 12 ans, 13 ans qui sont utilisés dans ces trafics, pour faire le guet, et du coup la justice derrière, elle ne suit pas, puisqu'on a une politique des mineurs qui est bien en dessous de ce qu'on devrait faire. Et malheureusement, la gauche française, dans toutes ces, si vous voulez, dans tous ces excès, pèse lourd encore, et trop lourd malheureusement, pour qu'on puisse mettre une véritable politique efficace. Et pour démanteler ces réseaux, il y a la loi narcotrafic, donc les choses peuvent avancer, mais je pense que ces citoyens qui sont confrontés à ça doivent être bien désespérés. Oui, Paul Sébi, c'est effectivement, on constate. Et oui, bien sûr, et ça peut paraître un peu lointain. On se dit c'est dans un quartier un peu chaud de Rennes où on sait pas. Pour les Français, c'est peut-être lointain, mais finalement pas tant que ça, puisque je suis tombé sur un chiffre là récemment qui disait que 27% des Français avaient vécu ou connaissaient quelqu'un qui avait vécu une agression quelconque. Alors c'est pas défini laquelle, mais une agression de manière générale. Ce qui montre, ça veut dire qu'une personne sur 4, sur 5 quasiment, entre les deux, parce que le chiffre diverge un peu, mais en gros, connaît quelqu'un qui s'est fait agresser. Enfin, c'est-à-dire que c'est devenu dans la discussion générale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut discuter très très facilement de je connais quelqu'un qui s'est fait agresser, j'ai été agressé. Donc c'est pour ça que l'insécurité n'est pas seulement quelque chose véhiculé par les médias ou par des faits divers comme on peut le dire parfois. C'est vraiment quelque chose qui est vécu, et vous l'avez dit, pas seulement à Rennes ou à Paris. Je pense que maintenant c'est tellement ça partout, concerne, même à la campagne. Donc c'est un peu inquiétant. Oui, ça c'est vrai. Bon, pour aller dans le même sens, vous vous souvenez de l'arbre qui a été scié en hommage à Ilan Halimi. Eh bien les deux jumeaux sont deux jumeaux tunisiens en errance. C'est ce qui avait été dit, sans domicile. Ont été condamnés, mais ça a été condamné pour dégradation d'un bien public, mais non pas pour un acte antisémite. Donc on imagine que ces deux hommes se baladaient à proximité de cet arbre, et qui se sont dit tiens, on va couper un arbre, mais on ne sait pas très bien pourquoi ni qui. On a un peu de mal à comprendre parfois la décision des juges. C'est totalement sidérant. Mais c'est David Lisnard qui a dit le hasard de leur soudaine pulsion arboricide a fait qu'ils sont malencontreusement tombés sur cet olivier. La justice a décidément des exigences probatoires très variables et interprétatives selon la nature des infractions, et elle est en l'espèce bien indulgente avec ses jumeaux en errance. Et effectivement, donc il y en a un qui a été condamné à 8 mois ferme, donc autant dire qu'il n'ira pas en prison. Et l'autre avec du sursis. Donc c'est sidérant. Moi, je veux pas critiquer la justice dans son ensemble, parce que c'est une mauvaise chose de ne pas croire en sa justice, et je suis républicaine et je ne veux surtout pas qu'on en arrive à ça. Non, mais en entendant les juges ont dit aucun élément ne permet d'établir qu'ils avaient conscience qu'il s'agissait d'un monument à la mémoire d'un jeune juif. Il y a quand même une stèle, c'est écrit Ilan Halimi, victime de la barbarie. Je crois que, vous savez, c'est un peu comme quand on dit tout a bien fonctionné, on s'est braqué nos bijoux, mais tout a bien fonctionné. J'assume tout, sauf que c'est pas moi. C'est tellement épuisant de voir ce genre de choses. Enfin, c'est désespérant, et je suis triste de lire ce genre de décision. Rachida Kaour. Je pense que ça reflète encore une fois le problème que nous avons en France. On a affaire à des techniciens
donc et des techniciens à tous les niveaux. Ça fait que les juges, en fait, en réalité, ont des références en fait sur lesquelles ils se basent pour pouvoir appliquer une peine ou pas. Et puis, encore une fois, il n'y a pas la notion en fait et la prise en charge de ce volet où effectivement c'est un acte antisémite. C'est indéniable. Donc on ne peut pas, sauf que dans leur case, écoutez, vous voyez, un technicien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, le jugement à appliquer est en rapport avec la dégradation, par exemple, d'un bien public, etc., etc. Et c'est autant, il y a pas la place au volet, si vous voulez, où il y a la notion, comment je peux définir ça, de la réalité, en fait, de la chose, du contexte aussi, parce qu'il y a un contexte qui fait que on s'attaque en fait aux Juifs aujourd'hui en France. Donc c'est pour ça que moi je dénonce en fait, oui voilà, je dénonce en fait ce volet qu'il faut quand même aussi au niveau du ministère de la Justice développer un peu plus, donc élargir au-delà de la notion de droit. Ils ont quand même du bon sens. J'imagine c'est juste une question d'intelligence. Alors oui, c'est pour ça, c'est ça. Benjamin Cauchy. Je partage les analyses sur le plateau. C'est un acte antisémite. Il faut le condamner comme tel. Et je crois que la prise de conscience nécessite encore beaucoup de travail. Ouais. Juste un petit mot. Je vois ce soir il y a un complément d'enquête qui est consacré au financement libyen à la campagne de Nicolas Sarkozy. Et je vois que Tristan Ouellet, qu'on aime bien, qu'on reçoit ici régulièrement, a installé ses fauteuils devant la santé. Je trouve ça indigne. Si vous voulez, ça s'arrête jamais, quoi. En fait, il y a un moment. Je trouve ça, mais hyper choquant. Je vois passer ça sur le fil X. Jusqu'où on va aller. Ils ont installé les fauteuils dans la rue devant la prison de la Santé. Vous savez, moi, je suis tellement. Avec l'argent du contribuable, hein. On se le met bien dans la tête aussi. Pour le fait, c'est le service public, hein. Je veux pas être en colère, voyez, parce que la colère, ce n'est pas une bonne chose. Je ne veux pas être dans la rancœur. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy, je peux vous le dire, ne l'est pas, ni dans la colère, ni dans la rancœur. Donc, en partant de ça, je ne préfère même pas commenter, si vous me permettez. Alors, ne commentez pas. Merci à vous. Dans un instant, on est ravis de recevoir Gérard Holtz pour une nouvelle aventure télévisuelle après 9 ans d'interruption du son et de l'image. Bon, pas tout à fait. On l'avait reçu pour des bouquins. Il revient avec Le Banquet sur la chaîne parlementaire sur Public Sénat. À tout de suite. Sud Radio.